Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire autour des actualités sociales et des nouveautés sur 2023. Grant Thornton a le plaisir de vous le proposer. Je suis Patrice Chevalier, associé au sein du cabinet en charge de l'activité payée et conseil social. Je suis accompagné par 3 grands experts que je vais laisser se présenter. Honneur aux dames. Caroline, si tu veux bien. Oui, alors Caroline Muchroquia, je suis avocate associée au sein de Grant Thornton Société d'avocats et je dirige le département droit social et ingénierie RH. Chère Amélie. Bonjour à tous, donc Amélie Seguin, moi je suis manager chez Grant Thornton et j'ai l'immense plaisir d'animer et de manager au quotidien le pôle conseil paye et conseil social. Et pour conclure, Adrien. Bonjour à tous, alors Adrien Billot, oui, je suis juriste en paye et en conseil social au sein de cette équipe de ce pôle, conseil social et paye, et puis un peu en charge de l'actualité sociale. Un peu beaucoup d'ailleurs. Très bien. Alors, en termes de modalités pratiques, donc ce webinaire est prévu pour une durée d'1h30. Nous allons vous partager le contenu de cette actualité qui est riche et dense, comme chaque année, c'est la saison. Durant une petite heure, la demi-heure qui restera, on la concentrera autour des questions-réponses. On tentera de répondre au maximum des questions que je vous propose de nous adresser via le chat que vous devez avoir en haut à droite de votre écran. Bien entendu, à l'issue de cette présentation, le support et le lien vers le replay vous seront adressés sous une semaine au travers des adresses mail que vous avez bien voulu nous communiquer lors des inscriptions. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va adresser effectivement les différents aspects identifiés par non-soi autour des 33 grandes lois qui ont pu évoluer, autour des lois de finances, autour de la loi de financement de la sécurité sociale, également la loi du marché du travail qui a également évolué. On s'accordera un petit peu de temps autour de la prime sur le pouvoir d'achat et la loi de finances rectificative pour 2022 qui est associée. Quelques autres nouveautés également pour conclure avant d'attaquer la séance de questions-réponses. On est chaud, j'espère que vous l'êtes également. On est parti pour la loi de finances 2023. Amélie. Allez, c'est moi qui ouvre le bal. Donc, la loi de finances pour 2023. Donc, quelques mesures et quelques notions à retenir. Donc, tout d'abord, une première mesure qui va concerner le prélèvement à la source. Donc, chaque année, c'est la loi de finances qui va fixer les taux et les barèmes, ainsi que les taux non personnalisés qui ont été définis pour tenir compte du contexte inflationniste de ces derniers mois. Et donc, 3 barèmes ont été fixés que vous retrouverez en annexe de la présentation que nous n'allons pas détailler ici, mais il y a bien un barème pour la métropole, un barème pour la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique et un barème pour la Guyane et Mayotte. Alors, sans parler de la nouveauté tout de suite, mais en tout cas, les modulations possibles de ce taux passe, c'est que le salarié peut toujours demander à l'administration une modulation à la hausse. Là, il n'y aura pas de problème. L'administration sera toujours d'accord. En revanche, pour une modulation à la baisse, le salarié en temps normal doit justifier auprès de l'administration d'un écart entre les revenus estimés et le prélèvement d'au moins 10%. La nouveauté de cette loi pour 2023, c'est que la modulation, l'écart à justifier n'est plus que de 5% du montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de modulation. Voilà, on ne va pas s'étendre plus. Je pense que peu de salariés, certains souhaitent moduler. Donc, en tout cas, pour 2023, on va dire que c'est dans la limite de 5%. C'est ce qu'il faut retenir de cette loi. Ensuite, la nouveauté ou la modification qui intervient avec la loi de finances pour 2023, c'est pour les employeurs étrangers,
de salariés qui seraient fiscalement domiciliés en France. Alors, je m'explique. Lorsque votre salarié est domicilié en France et qu'il est obligatoirement affilié à un régime français de sécurité sociale, on applique la fiscalité française, c'est-à-dire application du prélèvement à la source selon les règles classiques. Lorsque le salarié est domicilié en France et qu'il est non affilié ou affilié volontairement à un régime français de sécurité sociale, on applique ce qu'on appelle l'acompte de passe. Et là, c'est l'administration fiscale qui prélève directement sur le compte en banque du contribuable le montant de l'impôt. La petite nouveauté, donc, réside dans la modification de cette procédure lorsque vous avez un employeur. Donc, pour vous donner un exemple, une entreprise en Allemagne, un salarié allemand qui décide volontairement de travailler en France, qui perçoit ses revenus de la France, applique. Donc, s'il est obligatoirement affilié au régime français, c'est le PASS qui s'applique en bas de bulletin avec un taux de cotisation, un taux de prélèvement. S'il s'affilie volontairement au régime français, c'est un acompte, donc c'est l'administration qui va directement sur son compte en banque. Voilà pour cette mesure. Ensuite, nous passons très rapidement aux mesures d'exonération d'impôts qui vont concerner, nous allons aborder donc les jeunes entreprises innovantes, les JEI, la part patronale sur les titres restaurants et enfin, nous aborderons le forfait social sur l'abondement PEE. J'y reviendrai rapidement. Alors, pour les JEI, ce qui concerne les JEI, on fait un bref rappel. L'exonération d'impôt, elle concerne, sous condition d'âge, d'effectifs, de chiffre d'affaires et de volume de dépenses en R&D, les entreprises, les jeunes entreprises innovantes peuvent bénéficier d'une exonération de cotisation patronale et également d'une exonération d'impôt. La nouveauté, elle réside dans le critère d'âge de l'entreprise qui, l'année dernière, donc par la loi de finances pour 2022, qui avait été poussée à 11 ans, est ramené cette année à 8 ans. On va dire la subtilité, c'est que cette mesure, elle permet un réalignement des dispositifs sociaux et fiscaux, puisqu'on avait on va dire un léger flou l'année dernière. Est-ce que l'entreprise était exonérée et d'impôts et de cotisations? Et ça laissait place au doute. Cette année, il n'y a plus de doute. Donc, sous réserve de répondre aux conditions d'éligibilité au dispositif, la société sera exonérée et d'impôts et de cotisations patronales si la société a moins de 8 ans. Ensuite, sur l'exonération de la part patronale des titres restaurants. Alors, chaque année, la participation patronale au financement des titres restaurants est exonérée de cotisations et d'impôts sur le revenu, à condition de respecter 2 conditions, justement. La première, c'est que la participation patronale doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur libératoire du titre, sans que cette valeur forfaitaire ne dépasse, alors pour cette année, 6,50 €. C'est la nouvelle mesure. Donc, on va dire qu'à minima, un ticket restaurant pris en charge à 50% par un employeur sera exonéré de cotisation jusqu'à 6,50 €, donc pourra atteindre 13 € en valeur libératoire. Ensuite, concernant l'exonération d'impôts, alors l'exonération de forfait social sur les abondements employeurs au PEE. Alors, je m'explique. Lorsqu'un employeur abonde au plan d'épargne entreprise, le forfait social est en principe réduit. Alors, les employeurs en sont exonérés dans les entreprises de moins de 50 salariés, exonération du forfait social. Et pour les entreprises qui comptent au moins 50 salariés, le forfait social est ramené à 10% lorsque l'abondement contribue à l'acquisition par les salariés de titres de l'entreprise, c'est-à-dire
votre salarié acquiert des titres qui le rendent actionnaire de l'entreprise et c'est sur cet abondement-là que le forfait social est réduit à hauteur de 10%. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 donc prolonge cette exonération temporaire d'une année, donc jusqu'au 31/12/2023. Ensuite, de façon un peu pêle-mêle, les nouveautés un peu de cette loi de finances, donc qui recouvre le recouvrement de la taxe OFII. Donc, c'est la taxe, je vais y arriver, de la taxe OFII, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc là, la loi de finances opère un transfert de compétences pour le recouvrement de cette taxe. Lorsque vous êtes employeur et que vous souhaitez intégrer à votre entreprise un salarié, un travailleur étranger, vous devez vous acquitter d'une taxe de première admission au séjour pour ces salariés. Donc, ne sont pas concernés les contrats de moins de 3 mois. Par contre, si le contrat a une durée supérieure à 3 mois pour le salarié que vous souhaitez engager, eh bien le montant de la taxe varie selon la nature de l'emploi, la durée de l'embauche et le niveau de salaire. Alors, sans rentrer plus dans les détails des chiffres, juste pour vous dire que jusqu'à maintenant, le recouvrement était effectué par l'OFII et que désormais, le recouvrement incombe à la DGFiP. Donc, les dates seront à déterminer par le ministre chargé du budget. Néanmoins, ça nous laisse penser que la DGFiP va s'occuper du recouvrement, donc l'OFII aura beaucoup plus de temps pour s'occuper des contrôles. C'est là où j'attire votre attention. Voilà. Pour ma partie, je pense qu'on a terminé. Et on va passer maintenant à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Merci Amélie. Donc effectivement, chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale intéresse particulièrement les services RH et les services paye. Alors cette année, pour 2023, on n'échappe pas à la règle avec un certain nombre de mesures qui ont été prises en matière d'arrêt de travail. Des mesures prises et des mesures qui ont été envisagées, mais qu'on va quand même aborder, même si elles ne sont pas entrées en vigueur. Et puis d'autres mesures qu'on va aborder de façon un peu pêle-mêle, des mesures qui concernent majoritairement la paie. En ce qui concerne les mesures relatives aux arrêts de travail, d'abord la mesure officielle, celle qui a passé la dure étape du Conseil constitutionnel, c'est la prolongation doublé d'un durcissement des conditions d'application des arrêts de travail dérogatoires Covid-19. Alors, vous le savez sans doute, sans revenir en détail sur les mesures, depuis 2020, depuis la crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19, les pouvoirs publics ont pris un tas de mesures pour favoriser l'indemnisation des arrêts de travail qui étaient liés au Covid-19. On a eu l'indemnisation des cas contacts, des cas positifs au Covid-19, etc. Donc, au fur et à mesure de la crise sanitaire, ces mesures qui permettent aux salariés concernés d'avoir des arrêts de travail dits dérogatoires, donc sans conditions d'ouverture de droit, sans conditions d'ancienneté et surtout sans délai de carence, contrairement à ce qui se fait habituellement, tant en matière d'indemnité journalière de sécurité sociale qu'en matière d'indemnisation employeur. Toutes ces mesures ont été prolongées au fur et à mesure. Alors, le texte arrivé à échéance au 31 décembre 2022, la loi de finances a prolongé le dispositif d'arrêt dérogatoire pour l'année 2023, mais uniquement, et on insiste beaucoup sur ce point, uniquement pour les salariés contrôlés positifs à la Covid-19 et dont cette positivité sera établie soit par un test PCR, soit par un test antigénique. Donc la subtilité, mais vous l'avez compris, je pense, c'est qu'on n'applique plus cet arrêt de travail dérogatoire ni au cas contact, ni aux parents contraints de garder un enfant qui lui-même aurait été contrôlé positif. Et puis le point d'attention, toujours, même si votre salarié est positif à la Covid-19, il faut qu'il soit établi qu'il est dans l'impossibilité de recourir au télétravail. Soit parce que son état de santé ne le permet pas, soit parce que son poste ne le permet pas.
Voilà, donc cet arrêt de travail sera délivré par l'assurance maladie après déclaration sur la plateforme Amélie, déclareamélie.fr, comme habituellement. Mais voilà, prolongation, mais uniquement dans certains cas. Les autres mesures que nous pouvions aborder autour de ces arrêts de travail ce sont des mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Alors, pourquoi on vous parle de ces mesures? D'abord, il faut avoir en tête qu'initialement, la loi de financement de la sécurité sociale comprenait 3 mesures relatives aux arrêts de travail, dont vous avez peut-être entendu parler. Ces mesures ont fait pas mal d'écho durant la fin de l'année 2022. D'abord, le durcissement des conditions d'indemnisation des arrêts de travail prescrits par téléconsultation. Alors, cette mesure-là, pour le coup, elle a été jugée complètement inconstitutionnelle. Donc, elle a été purement et simplement annulée. 2 autres mesures ont connu fortune diverse, on va dire. C'est l'avance obligatoire par les employeurs des indemnités journalières sécurité sociale, maternité, paternité et adoption, et l'aménagement des conditions de renouvellement du congé de présence parentale. Ces mesures-là n'ont pas été jugées inconstitutionnelles. Il a été simplement jugé par le Conseil que ces mesures n'avaient rien à faire dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale et qu'elles étaient considérées comme cavaliers législatifs. Alors, ce qui veut dire, à notre sens, que ces mesures ne sont pas purement et simplement abandonnées. Elles ont bonne chance de réapparaître dans d'autres projets de loi à venir. Donc, il faut faire attention à ces mesures, d'ores et déjà, notamment en ce qui concerne l'avance obligatoire pour les employeurs des IGSS maternité, paternité et adoption. La subrogation, ce qu'on appelle en paye la subrogation, le fait pour l'employeur de verser le montant des indemnités journalières de sécurité sociale à son salarié en attendant d'être remboursé par la sécurité sociale, pourrait être rendu obligatoire courant d'année 2023. Donc on vous invite à vous prémunir de ces dispositions dès à présent, même si elles ne sont pas inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale définitive. Voilà pour ce qui concerne les mesures relatives aux arrêts de travail. On va passer, si vous le voulez bien, aux autres mesures pêle-mêle de cette loi de financement de la sécurité sociale qui concernent principalement la paye et le contrôle URSSAF, avec une première mesure qui concerne la fiabilisation et la correction des données issues de la DSN. Alors, en parallèle de la mesure qui consiste à étendre le champ de compétences des URSSAF à faire de l'URSSAF l'interlocuteur unique en matière de recouvrement et de contrôle de l'ensemble des cotisations sociales, les pouvoirs de l'URSSAF en matière de contrôle ont été renforcés à travers un outil qui est formidable depuis quelques années, donc on reconnaît tous l'utilité, la DSN. Partant des DSN envoyés par les services RH, les services paye ou les tiers déclarants des entreprises, les inspecteurs URSSAF, les services de l'URSSAF, auront la possibilité désormais de contrôler, vérifier la conformité et la cohérence des informations qui sont transmises dans les DSN. Alors, il est possible que le contrôleur, la personne qui contrôle la DSN, relève des anomalies et procède à la correction, à la demande de correction qu'il adresse à l'entreprise ou au tiers déclarant. Si le déclarant ne procède pas à la correction des anomalies, vous êtes informé par l'URSSAF qu'il y a des anomalies sur votre DSN, vous devez les corriger. Si vous ne procédez pas à ces corrections, dorénavant, avec la loi de financement de la sécurité sociale, les URSSAF et la MSA pourront procéder directement à la correction des anomalies ou erreurs susceptibles d'affecter le montant des cotisations. Alors, un décret doit encore déterminer les modalités pratiques permettant la prise en compte des demandes de correction de l'ensemble des organismes. Alors, pour le moment, pas de panique, si on peut dire. Il faut faire attention aux modalités pratiques qui vont être définies par le décret, mais il faut avoir en tête que cette mesure se traduit par un durcissement des conditions de contrôle des DSN. Si l'URSSAF et la MSA relèvent des anomalies sur vos DSN, cela peut engendrer contrôle URSSAF un peu plus poussé derrière. Donc attention à cette mesure et Grant Thornton, en tant que tiers déclarant, est bien informé de cette mesure et prend les mesures nécessaires.
Juste 30 secondes en arrêt sur image sur le sujet, si tu veux bien, Adrien. On a pu constater au travers de notre expérience qu'il y a des alertes ou des non-conformités adressées par l'administration via les contrôles DSN qui ne sont pas forcément justifiées. Il y a encore quelques bugs là-dessus. C'est une démarche nouvelle de la part de l'administration dans l'exploitation des DSN. Donc, pas de panique non plus lorsque vous avez des informations, des sollicitations par mail de la part de l'administration sur une non-conformité de DSN. N'hésitez pas à regarder sur Net Entreprise, les messages sont un peu plus pertinents. Et parfois, lorsque ces messages et ces contrôles sont non conformes, ça y est précisé également. Voilà, un retour d'expérience. Merci Patrice. En ce qui concerne du coup toujours cette logique de recouvrement des cotisations URSSAF, l'extension de la compétence de l'URSSAF pour recouvrir à terme l'ensemble des cotisations prélevées sur les salaires, il était acté depuis quelques années que le transfert des cotisations retraite complémentaires et cotisations APEC, donc Agirc-Arrco, soit transféré à l'URSSAF, de même que toutes les cotisations retraite complémentaires. Donc, hors retraite de base qui est déjà recouverte par l'URSSAF, les cotisations Agirc-Arrco et les cotisations de retraite complémentaire des expatriés, donc qui sont recouvertes aujourd'hui par l'organisme Humanis, ainsi que les cotisations recouvertes par la Caisse des dépôts, devaient être transférées à l'URSSAF. Il était acté un report au 1er janvier 2023, notamment pour les cotisations Agirc-Arrco. On a un nouveau report, donc ce sera à compter du 1er janvier 2024. Voilà pour ça, donc un nouveau délai moratoire, si on peut dire, avant le grand transfert. En ce qui concerne maintenant des dispositifs d'exonération un peu plus restreints, alors à champ d'application plus restreint, mais on présente largement le dispositif de la loi de financement de la sécurité sociale, notamment pour les entreprises intéressées, l'exonération travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, qui permet aux exploitants agricoles employant des demandeurs d'emploi d'obtenir des réductions de cotisations, des exonérations de cotisations en lieu et place de, j'allais dire la réduction Fillon, mais j'allais dire une grosse bêtise, on n'a plus le droit de l'appeler comme ça, c'est l'allègement général de cotisations patronales. Les réflexions Donc, en lieu et place de ce dispositif, les exploitants agricoles pouvaient bénéficier de l'exonération TODE. J'entre pas en détail dans la mesure, n'hésitez pas si besoin, mais le dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2022. Il a finalement été prolongé pour 3 années, donc jusqu'au 31 décembre 2025. Donc ce sera au 1er janvier 2026 que l'allègement général de cotisation patronale remplacera cette exonération TOD. En ce qui concerne la déduction patronale forfaitaire sur les heures supplémentaires dans les entreprises de 20 à 250 salariés. Alors ça, c'est une mesure dont on entend parler depuis pas mal de temps, vous l'avez peut-être déjà vu passer depuis cet été, mais la loi portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat avait étendu la déduction forfaitaire de cotisation patronale applicable auparavant dans les entreprises de moins de 20 salariés aux entreprises de moins de 250 salariés. Alors cette mesure-là, elle s'applique depuis le 1er octobre 2022, après fixation par le BOST du montant de la réduction. L'allègement, il a été fixé à 0,50 par heure supplémentaire ou 3,50 € par jour supplémentaire travaillé pour les salariés sous convention de forfait annuel en jour. Ce qui s'est passé avec cette loi de financement de la sécurité sociale, c'est d'abord une codification de la mesure. La mesure fait son entrée dans le Code du travail et dans le Code de la sécurité sociale, donc ce n'est pas anodin. Ça veut dire que le dispositif qui avait été pensé comme temporaire est pérennisé. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il a été précisé que la déduction s'appliquera sur l'ensemble de la rémunération et non pas sur les seules cotisations attendues sur les majorations salariales liées aux heures supplémentaires. Ça, c'est un point qui avait fait pas mal posé question. Il était question initialement dans le dispositif tel que prévu par la loi pouvoir d'achat de cet été, de dire que l'exonération ne s'appliquait que sur les majorations de salaire applicables aux heures supplémentaires. Donc 25, 50 ou 10% en fonction des cas ou même des taux dérogatoires qui peuvent être admis par accord d'entreprise. Autre nouveauté, donc cette déduction forfaitaire devrait s'appliquer également aux jours de RTT. Alors devrait, j'enlève le conditionnel cette fois. Cette mesure s'applique dorénavant
au rachat de jours de RTT qui ont été monétisés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 en vertu de la loi de finances rectificative pour 2022. Donc ça, Caroline aura l'occasion de revenir dessus un petit peu plus tard. Mais à compter du 1er janvier 2023, cette déduction s'applique au rachat de jours de RTT. Et puis d'autres mesures, alors en vrac, on va dire, hein, sur le contrôle URSSAF. D'abord, la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés. Il a été acté que le contrôle ne pourrait plus durer plus de 3 mois, renouvelable une fois, donc plus de 6 mois dans les entreprises de moins de 20 salariés. Ça pourra, peut-être, j'irai pas jusqu'à dire faire plaisir, mais ça pourra soulager certains d'entre vous, avec tout un tas d'exceptions, forcément. À chaque principe, son exception. En cas d'infraction de travail dissimulé, d'obstacle à contrôle, d'abus de droit, de comptabilité insuffisante ou de report à la demande du cotisant contrôlé d'une visite de l'agence chargée du contrôle, le contrôle ne pourra plus durer plus de 3 mois entre l'envoi de la lettre de l'avis de passage et l'envoi de la lettre d'observation. Voilà. Et puis pour les documents obtenus dans le cadre du contrôle d'une entreprise d'un même groupe, attention, vigilance renforcée autour de la mobilisation possible par les agents de contrôle des documents qui auraient été obtenus dans le cadre du contrôle d'une entreprise située dans le même groupe que le cotisant contrôlé. Et puis, dernière mesure en ce qui concerne le contrôle URSSAF, c'est le renforcement du contrôle et des sanctions autour des donneurs d'ordre dans le cadre de sous-traitance. Alors, il faut avoir en tête qu'en cas de contrat conclu pour un montant minimal de 5 000 € avec un sous-traitant, il y a une obligation de vigilance qui pèse sur le donneur d'ordre et qui, si elle n'est pas respectée, peut conduire d'une part à l'annulation des exonérations, donc y compris exonération de cotisation patronale, annulation des exonérations de cotisation pour les salariés qui font l'objet de la sous-traitance, mais également pour les propres salariés du donneur d'ordre. Ces sanctions ont été renforcées, ont été précisées par la loi de financement de la sécurité sociale et on vous invite donc à renforcer la vigilance en cas de recours à la sous-traitance. J'en ai fini sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. On va passer à l'autre volet significatif pour les services RH, hein, cette nouvelle loi, alors loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Retenez bien l'expression, je ne l'emploierai qu'une fois. On va se simplifier les choses et dénommer cette loi dès à présent loi marché du travail. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Absolument. Alors, la grande mesure dont tout le monde entend parler en ce moment, je pense que personne n'y a échappé, c'est la fameuse présomption de démission en cas d'abandon de poste. Alors, l'abandon de poste, il consiste à quitter son poste de travail sans autorisation ou à ne pas se présenter sans justifier d'une absence. Alors, aujourd'hui, l'abandon de poste pénalisant l'entreprise peut se traduire par une sanction disciplinaire qui pourrait, dans certains cas, aboutir à une procédure de licenciement pour faute grave. Le constat qui a été posé, c'est qu'à l'issue de cette procédure de licenciement pour faute, le salarié était considéré comme privé involontairement d'emploi. Et notamment, au regard de Pôle emploi, cette condition est significative puisque le salarié était indemnisé au titre de l'allocation de retour à l'emploi. Donc ce constat qui a été fait par les pouvoirs publics et il a fait l'objet de constats d'abus par certains salariés, il a été décidé par les pouvoirs publics de renverser la présomption et d'instaurer une présomption de démission pour le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail. Alors, comment ça va se matérialiser ? D'abord, le salarié va cesser de se rendre au travail. On aura une absence injustifiée du salarié. Elle va se traduire dorénavant par une mise en demeure de reprendre le travail dans un délai fixé par l'employeur. Donc, un délai qui sera fixé par décret, mais qui devra faire l'objet d'un respect par l'employeur. Alors,
là où on voit que les pouvoirs publics sont parfois détachés de la réalité, hein, c'est qu'on prévoit que cette lettre de mise en demeure doit intervenir soit par lettre recommandée avec accusé de réception, ou soit par malheur ou par bonheur, ça dépend des cas. Si vous avez le malheur de rencontrer votre salarié au supermarché en faisant vos courses, vous pouvez également lui remettre sa convocation, sa mise en demeure, par lettre de remise en emploi. Voilà. Je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Alors, si à l'issue de cette mise en demeure, le salarié ne reprend pas le travail, si à l'issue de cette convocation, le salarié ne reprend pas le travail, on ne justifie pas de son absence, il est considéré comme démissionnaire. Alors, en bout de course, le salarié renverser cette présomption en passant devant un juge, mais ce qu'il faut retenir, c'est que s'il est considéré comme démissionnaire, il est considéré comme privé volontairement d'emploi par Pôle emploi et sera non indemnisé. Alors, si je puis me permettre, pour moi, cette mesure reste une mesure purement psychologique. En réalité, nous sommes tous des praticiens. C'est extrêmement rare, l'abandon de poste. Hormis dans certains secteurs, restauration ou autres, mais là, dans ce cas-là, on est dans des secteurs où déjà en forte tension et où on recherche vraiment avec importance des salariés. C'est-à-dire que dans la restauration, il manque 200 000 postes. Et donc, les abandons de postes sont beaucoup plus courants dans des secteurs où le marché est à forte tension et en tout état de cause, ces salariés ne se retrouveront jamais chez Pôle emploi. Donc, c'est ce qu'on a qualifié, nous, d'une mesure donc, psychologique, un peu marketing, mais pour nous, on est quasiment sûr qu'elle va être finalement assez privée des faits et elle va laisser rester lettre morte. Effectivement, c'est surtout une inversion qui vise à dissuader les salariés, mais on verra comment elle se traduit dans la pratique. Alors, après cette mesure, toujours dans une logique qui ressort de la loi marché du travail, qui est de restreindre ou rendre plus strict, on va dire, les conditions d'indemnisation par Pôle emploi, il a été décidé que de renforcer les obligations des employeurs en matière de refus de CDI à l'issue d'un CDD ou d'une mission d'intérim. Dès à présent, aujourd'hui, un demandeur d'emploi perd le droit à indemnisation chômage s'il est constaté qu'il a refusé 2 fois au cours des 12 derniers mois une proposition de contrat à durée indéterminée pour un poste qu'il occupait précédemment en CDD. Alors, cette règle, elle ne s'applique que si la proposition de CDI concerne le même emploi ou un emploi similaire et ne s'applique pas si le salarié était en CDI au cours des 12 derniers mois et qu'il a été involontairement privé de ce CDI, ou si la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi ne correspond pas à son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Voilà, c'est les exceptions à ce principe. Mais de son côté, dorénavant, avec la loi marché du travail, l'employeur doit respecter certaines obligations. D'abord, formaliser la proposition de CDI par écrit, ce qui permettra derrière à Pôle emploi de faire son contrôle, puisqu'il faudra notifier le refus de CDI à Pôle emploi, et Pôle emploi contrôlera la similarité, l'exactitude de similarité de poste entre ce qui a été occupé par le salarié, en termes de lieu de travail, en termes de rémunération, en termes de durée du travail, etc., et le poste qui a été proposé en CDI. Et Pôle emploi sera décisionnaire finalement sur l'acceptation ou le refus de l'indemnisation au titre de Pôle emploi. Donc cette mesure concerne évidemment les services RH, renforcer vos propositions d'emploi pour permettre d'attester de la similarité des emplois. Et puis, en ce qui concerne l'assurance chômage, toujours des mesures autour de Pôle emploi, brièvement, la loi marché du travail, pour clarifier les choses, parce qu'on entend beaucoup de choses au sujet de l'assurance chômage, la loi marché du travail a posé une base légale, on va dire, permettant de légiférer par décret autour de la contracticité, dur à dire ce mot, de l'assurance chômage.
Donc, mise en place d'une assurance chômage contracyclique qui sera détaillée par décret à l'issue des concertations avec les partenaires sociaux et qui entrera en vigueur au 1er février 2023. Alors, rapidement, hein, l'assurance chômage contracyclique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une distinction qui permettra de moduler l'indemnisation chômage en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail. On aura des périodes rouges et des périodes vertes. Les périodes rouges, c'est quand la conjoncture est défavorable, donc le taux de chômage au sens du Bureau international du travail dépasse 9% ou augmente de 0,8 points sur un trimestre. Et les périodes vertes, donc on reste en deçà de 9% et de 0,8 points de hausse par trimestre pendant 3 trimestres de suite. Là, on est considéré comme en période verte. Les durées d'indemnisation sont modulées pour être rendues plus avantageuses. Toujours sur ce qui concerne cette assurance chômage, simplement, ayez en tête que ce n'est qu'une base légale qui a été posée, mais les règles devront être définies par décret. Donc, un décret qui entrera en vigueur a priori au plus tôt au 1er février 2023 et qui prendra fin au 31 décembre 2023. Pourquoi? Parce que les partenaires sociaux sont d'ores et déjà occupés à négocier la nouvelle convention d'assurance chômage de l'UNEDIC. Mais ce principe de contracticité de l'assurance chômage, il a été défini dans la feuille de route du gouvernement pour la négociation de la nouvelle convention d'assurance chômage. Alors, c'est peut-être un peu technique ce dont je vous parle aujourd'hui, mais pensez simplement que les stratégies en matière de rupture de contrat seront à repenser, j'allais dire, autour de cette nouvelle assurance chômage, puisqu'il faudra prendre en compte le contexte économique pour savoir si on rompt son contrat de travail, si l'indemnisation Pôle emploi est avantageuse ou désavantageuse. Donc, il y aura toute une réflexion à mener autour de ça. Oui, si je peux apporter une observation complémentaire, c'est vrai que vous avez entendu aussi parler pendant les vacances de Noël d'une mesure qui a fait beaucoup d'émules, puisqu'il était prévu dans un texte, alors qu'il n'avait pas été soumis à discussion, de réduire la durée d'indemnisation de 40% en cas de chômage, de taux de chômage inférieur à 6%. Donc, vu la montée de boucliers et avec quand même un projet sur la réforme des retraites dans une même période, le gouvernement a fait 3 pas en arrière. Donc, ils ont renoncé dans l'immédiat à cette disposition. Le nouveau projet de décret qui a été transmis aux partenaires sociaux le 5 janvier donc, ne fait plus mention de cette possibilité. Mais il faut garder en tête que ce n'est, à notre sens, que partie remise, puisque la Première ministre Elisabeth Borne a tout de même précisé que le sujet sera abordé dans la concertation sur les futures règles de l'assurance chômage. Et à notre sens, cette disposition risque de revenir. Comme l'évoquait Adrien, le durcissement du nouveau régime d'assurance chômage, en tous les cas tel qu'il est posé aujourd'hui par la loi et par décret, nous amène à penser quand même qu'il va y avoir des conséquences sur les taux de rupture conventionnelle et de départ négocié. C'est vrai qu'on sait déjà, lorsqu'on négocie un départ, le salarié va être extrêmement vigilant ou va être sensibilisé s'il prend conseil sur les délais de carence. Et si en plus, en termes d'indemnisation, il n'a pas, en fonction du marché du travail, si nous sommes dans une période qui est plutôt favorable, le salarié et surtout les plus seniors risquent de se dire qu'il faut se cramponner au maximum à leur emploi. Et donc, à notre sens, les départs négociés vont être quand même beaucoup plus difficiles. Et donc, une multiplication, le pendant de plus de dossiers de licenciement, puisque si les départs amiables, il faut être 2 pour être d'accord, bien évidemment. Et pour nous, ça va ouvrir un champ très ouvert sur tout ce qui est licenciement et contentieux. Donc, un effet pervers, puisque ça va multiplier les contentieux.
Merci Caroline. Et puis pour en terminer avec cette loi marché du travail, il y a 2 mesures qui ont été prises en matière de contrats dits contrats précaires. Alors d'abord, on a supprimé la durée maximale de 36 mois applicable à ce qu'on appelle aujourd'hui le CDI intérimaire. Et on a réactivé, alors quand je dis on, c'est le législateur, j'entends, je préfère dissiper tout doute, réactivation de l'expérimentation du CDD unique de remplacement pour plusieurs salariés dans certains secteurs d'activité. Donc les secteurs d'activité qui sont en tension pourront recourir à un seul CDD de remplacement pour remplacer plusieurs salariés absents. Donc on vous a mis la liste qu'on vous laissera découvrir sur le support de présentation. J'en ai fini avec les mesures autour de la loi marché du travail et de la loi de financement de la sécurité sociale. On a fait le plus dur. Je veux laisser la main à Caroline sur les précisions autour de la loi pouvoir d'achat et la loi de finances rectificative pour 2020. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Adrien. Allez, à nous. Donc, sur les précisions relatives à la loi pouvoir d'achat et la loi de finances rectificative pour 2022, alors, vous savez que face à l'inflation, à la crise énergétique, la crise internationale, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions dès cet été. Donc, tout d'abord, la loi du 16 août 2022 que vous connaissez sans doute, portant mesures d'urgence sur la protection du pouvoir d'achat, dans laquelle l'intention du législateur était d'instituer des mesures de promotion de revenus d'activité et de partage de la valeur ajoutée, ainsi que la loi du 16 août 2022 de finances rectificatives. Et donc, autour de ces 2 volets législatifs, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour justement améliorer le pouvoir d'achat et avoir une soupape pour les employeurs pour justement valoriser et rémunérer, augmenter le net. Et ainsi pallier aux difficultés économiques et financières. Alors, parmi ces mesures, nous allons en aborder 3, mais vous en aviez tout un canevas, notamment, je pense aux primes transport, également à la libération de certains épargnes salariales, c'était valable jusqu'au 31 décembre 2022, donc on ne va pas aborder, mais il faut garder en tête que ces différentes mesures ne sont pas alternatives mais cumulatives et offrent un véritable échantillonnage aux employeurs pour essayer d'améliorer le pouvoir d'achat de leurs salariés. Alors tout d'abord, nous allons aborder la question de la prime de partage de la valeur. Pour être très honnête, moi, j'ai une vision assez critique de cette prime, tout d'abord sur la dénomination. C'est quand même une prime qui ressemble et qui est pratiquement similaire à l'ancienne prime PEPA, qui avait été prise, rappelez-vous, à la suite de la crise des Gilets jaunes et donc sur une dimension sociale. Là, c'est la même chose, ça a la même caractéristique, sauf que cette prime va être beaucoup plus pérennisée et elle s'en différencie également puisqu'on pourra porter le montant maximal exonéré de cotisations sociales de 3 000 € à 5 000 €. Un élément important aussi, on parle beaucoup de la PPV, mais l'employeur n'a aucune obligation de verser la PPV, mais pour bénéficier des exonérations, il doit en respecter les conditions légales. Sachant que depuis cet été, le bulletin officiel de la sécurité sociale a été très largement complété, et notamment le 10 octobre 2022, où une instruction sous forme de questions-réponses est venue donc apporter énormément d'informations. Et donc, suivant les briques que vous voyez et qui sont présentées sur les conditions d'exonération, le champ d'application de l'éligibilité, la détermination du montant de la prime, les plafonds et les conditions de mise en œuvre, la conclusion des accords pour l'attribution de la prime, et je vais y revenir, le versement et les déclarations de la prime, les conditions d'exonération du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et les conséquences du non-respect des conditions d'attribution de la prime ouvrant droit donc à l'exonération.
Donc, certains points méritent vraiment d'être développés dans la mise en œuvre de cette PPV et pour que vous puissiez vraiment analyser, on va dire, les angles morts de ces dispositions et de l'intégrer dans votre politique globale de rémunération. Un point qui est extrêmement important, il est interdit de substituer la PPV au salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la PPV ne doit en aucun cas se substituer à un élément de rémunération qui est donc versé par l'employeur ou qui devient obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Il ne peut pas non plus se substituer à une augmentation de rémunération ou de prime qui serait prévu par un accord salarial, le contrat de travail ou un usage en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement. Ça, c'est un point extrêmement important parce que potentiellement, si la PPV se substitue à du salaire et que l'URSSAF contrôle, peut remettre en cause les conditions d'exonération. Et donc là-dessus, je vais y revenir, il y a un certain droit à l'erreur qui a été intégré dans les conditions de mise en œuvre et les conditions d'exonération de la PPV, mais sur la non-substitution du salaire, je vous donne un exemple très concret. Depuis 3 ans, votre entreprise verse une prime en fin d'année qui ne résulte d'aucun texte, mais par usage, il est fixe, général et constant, et vous versez 800 € à tous vos salariés en fin d'année. Eh bien, si cette année, vous ne versez pas ces 800 € et que vous avez versé 800 € à titre de la PPV, potentiellement, on pourrait considérer que cette PPV est venue se substituer à cette prime que l'entreprise versait à titre d'un usage et potentiellement pourrait être redressée avec la suppression des exonérations et le salarié pourrait en plus demander la perception de la prime au titre de l'usage. Donc, il faut faire extrêmement attention par rapport à cette notion de non-substitution. Un autre élément très important, c'est que la PPV ne peut pas être versée sous forme d'un supplément d'intéressement ou de participation. Alors, on va parler des modalités de la mise en place de la PPV. Alors, il faut remonter, voilà, merci. Donc, c'est assez simple. Vous pouvez soit la mettre en place par un accord d'entreprise ou de groupe qui est donc conclu en matière d'intéressement, soit par une décision unilatérale de l'employeur. Mais attention, petite nouveauté par rapport à la PEPA, préalablement, si la société dispose d'un CSE, il faudra donc le consulter avant de mettre en place l'ADU. Le BOSS précise que cette mise en place peut être donc formalisée par un acte du droit du travail et ça, c'est une condition sine qua non justement pour l'application du régime fiscal et social de faveur. Alors, sur les bénéficiaires, il s'applique à tous, la PPV s'applique à tous les salariés de l'entreprise et vous pouvez fixer une date, soit à la date de versement de la prime, soit à la date de dépôt de l'accord ou de signature de la décision unilatérale qui met en place la prime. Donc, on a vu un certain nombre d'accords d'entreprise qui, effectivement, vont faire référence à une date de présence qui va être soit en début d'année civile, soit sur d'autres dates et ça sera un élément qui doit être vraiment défini dans l'acte de droit du travail. Sur la possibilité d'un plafond de rémunération, donc il est tout à fait possible de réserver le versement de la PPV à des salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond. Ce qu'on a retrouvé de manière vraiment assez usuelle, c'est les références au plafond annuel de la sécurité sociale ou du SMIC. C'est-à-dire que dans de nombreuses sociétés, ils ont attribué la PPV pour on va dire, les plus petits salaires et donc sur des seuils de 1, 2, voire 3 SMIC. Et pour tous les salariés au-delà, ils n'étaient pas donc concernés par la PPV.
Ce qui est très important, c'est aussi cette possibilité de pouvoir verser la PPV dans un groupe de société à un établissement et pas un autre. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, l'employeur va pouvoir distinguer sans que cela crée une inégalité. Sur les bénéficiaires spécifiques, sachez simplement que ça couvre également les apprentis, les contrats de professionnalisation et les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail. Alors, on va passer à la slide suivante. Alors, sur la modulation, le montant de la prime à la nouveauté qui est tombée le 26 décembre. Vous entendez, Caroline? On t'a perdu, Caroline? Oui. Bon, Ah oui, si, excusez-moi, il y a eu une petite erreur de manipulation. Donc, je reprends, oui, le montant de la prime peut donc être modulé en fonction de critères qui sont limitativement énumérés. Donc, on a la rémunération, le niveau de classification, l'ancienneté dans l'entreprise, la durée de présence effective sur l'année écoulée, la durée du travail également. L'instruction, elle précise que ces critères peuvent être cumulés et que la durée de présence ne peut pas conduire à exclure en fait certaines absences, donc très important, tout ce qui a trait au congé paternité, maternité, adoption, congé de présence parentale, et donc là ne peuvent pas être prises en compte pour limiter la condition d'attribution. Alors, la modulation, elle ne peut pas conduire à déterminer une prime d'un montant nul pour salariés. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a eu quand même donc, cette mise à jour du 21 décembre 2022. Donc, le bulletin, le BOSS, précise que l'utilisation du critère de modulation lié à l'ancienneté ne doit pas conduire à des écarts disproportionnés dans le montant de la PPV. En cas de disproportion, le risque, c'est effectivement une annulation des exonérations. Alors, dans l'instruction, il nous apporte des précisions, il nous donne un cas topique, par exemple, de pouvoir verser pour des salariés ayant de plus de 10 ans d'ancienneté une prime de 2 500 € et pour les autres, donc une ancienneté inférieure à 10 ans, une prime de 50 €. Donc, c'est un exemple extrêmement grossier, caricatural, mais il précise qu'effectivement là, ça porterait donc la PPV sur une disproportion et un montant tellement dérisoire par rapport à la première catégorie que ça ouvrait droit, bien évidemment, à l'absence d'exonération. Donc, il faut vraiment moduler en prenant en compte la catégorisation des salariés par ancienneté et de pouvoir avoir quand même un lien rationnel, dans mon exemple sur les 10 ans, de pouvoir baisser par exemple de 500 € par des tranches de 2 ans par exemple, pour qu'il y ait quand même un lien de cohérence et éviter toute disproportion. Alors, point important, il y a un versement fractionné de la prime. Attention, elle ne peut pas être mensualisée. En revanche, et il est vrai que lorsque je discute autour de moi avec de nombreux DRH, ce fractionnement est assez utile. Pourquoi? Parce que la PPV pour en particulier des petites entreprises, des ETI, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas mettre en place d'autres outils tels que l'intéressement ou autre, pour eux, c'est comme une pompe à oxygène, la PPV. C'est-à-dire que pour répondre à un besoin vraiment très, très important de leurs salariés et qui agit tout de suite sur leur net, c'est vrai que la PPV est très importante et de pouvoir la fractionner durant l'année sur 2 ou 3 fois va permettre justement de créer un climat social peut-être plus avantageux pour pouvoir justement aller actionner cette prime. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez dû remarquer, donc aujourd'hui, on a à peu près plus de 700 000 salariés qui se sont vus attribuer la PPV et le montant moyen des premiers versements est autour de 710 €. On est loin des 3 000 et a fortiori des 6 000 €, puisque c'est les plafonds. Mais vous voyez bien que quelque part, un certain nombre d'entreprises, et ça résulte des DUE sur lesquels on a pu travailler et des accords, que les employeurs, justement, ont envisagé d'un versement
plusieurs fois dans l'année, au moins par trimestre ou 2 à 3 fois, et vont reverser à peu près le même montant. Donc, ce sont des petits montants émis plusieurs fois dans l'année. Très important, par rapport à ces fractionnements, on ne peut pas changer les conditions, les modalités au cours de l'année, bien évidemment. Et donc, ça sera calqué par rapport au régime du premier versement. Là-dessus, je voulais en profiter pour interroger, bien sûr, Amélie qui sur la paye pour savoir à peu près les questions récurrentes, vous, dans la mise en place de la PPV. Le micro. Les questions récurrentes pour nous, principalement, ça va être sur la mise en place, c'est-à-dire le formalisme de la DUE. Tout de suite, c'est est-ce qu'on peut verser cette prime sans formalisme particulier? Donc non, hein, tu l'as bien dit tout à l'heure, il faut quand même respecter des conditions rigoureuses de mise en place, soit disposer d'un accord d'intéressement et auquel cas la PPV peut se mettre en place avec le plafond de 6 000 €, soit il faut vraiment formaliser par une DUE. D'expérience, les contrôles URSSAF portent également sur les modalités de mise en place de cette PPV, sur les critères choisis. Et là, j'attire l'attention des employeurs qui seraient tentés de le rédiger eux-mêmes pour moduler et se dire mais je vais attribuer plus à une catégorie de salariés qu'à une autre. Alors attention sur les critères également et sur la façon dont est formalisée l'application des critères de modulation, puisque ces critères sont bien souvent remis en cause par les inspecteurs URSSAF. C'est là où on a le plus de redressement avec la perte du régime de faveur, bien sûr, qui va avec. Et donc, j'ai vu passer la question dans le chat, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est pas simplement le delta qui passe en charge, hein, c'est l'intégralité du versement de la prime qui est resoumis à cotisation. Donc, les sanctions vont au-delà du simple on passe le delta en charge et on n'en parle plus. Et les inspecteurs vérifient les critères mis en place pour chaque année. Donc là, c'est important aussi, les contrôles URSSAF se font sur 36 mois glissants. Vous avez mis en place la PPV pendant 3 années. Pendant 3 années, les critères ont été modulés. Donc, attention, c'est là où on a le plus de demandes de supervision et le plus de risques. Oui, alors là-dessus, je vais en profiter pour apporter des éléments complémentaires sur les conséquences du non-respect en fait des conditions. Donc, le dispositif prévoit quand même un certain droit à l'erreur. Donc, le bénéfice de l'exonération des charges sociales est conditionné pour l'employeur à l'ensemble des conditions dont certaines ont été évoquées. En cas de contrôle ultérieur qui donne lieu à un constat d'un non-respect de l'une ou de plusieurs conditions, c'est-à-dire les employeurs seront dans un premier temps invités à régulariser la situation. Donc, ça, c'est quand même pour apporter une certaine flexibilité afin d'éviter en fait la remise en cause de l'ensemble de l'exonération. Et à défaut, le redressement pourra être réduit à proportion des seules erreurs commises, c'est-à-dire à hauteur des cotisations et contributions sociales dues sur les seules sommes faisant défaut ou excédant les conditions et limites prévues par la loi. Et donc, par ailleurs, en cas d'exonération par l'employeur des primes excédant le plafond des 3 000 ou 6 000 € par salarié, seule la part excédant cette limite sera assujettie dans les conditions de droit commun. En revanche, moi, en lisant le texte, attention, et j'en ai parlé au début, c'est qu'il n'y a aucun régime de faveur ne semble être prévu en cas de constat de substitution de salaire par l'employeur. Donc là-dessus, on pressent quand même un contentieux URSSAF assez prolifique. Alors enfin, pour terminer sur la PPV, c'était un petit peu long, on ira plus vite après, mais il y a tellement de choses à dire. C'est sur justement le régime du traitement social et fiscal. Je ne vais pas tout détailler parce que la présentation est suffisamment claire, mais vous voyez qu'il va y avoir une différence. Là, on distingue la prime versée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 avec des salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC et où on voit donc toutes les exonérations qui sont comprises et donc calquées sur la PEPA, donc exonération IR, cotisation, contribution sociale, dans les limites qu'on et pour des primes qui sont versées à compter du 1er janvier 2024 ou à des salariés avec une rémunération qui serait supérieure à 3 SMIC. Là, vous avez un régime de la PPV qui est calqué
sur le régime de l'intéressement, donc immédiatement versé. Donc, on aura une exonération des cotisations sociales dans la limite des 3 000 ou 6 000 € par an et par bénéficiaire, un assujettissement à la CSG-CRDS au taux de 9,7, après abattement d'assiette pour les frais professionnels, l'assujettissement à forfait social, donc sauf pour les entreprises de moins de 250 salariés, comme on a vu tout à l'heure, et l'assujettissement à l'impôt sur le revenu. Voilà, j'en ai terminé. On va peut-être passer à l'autre chapitre, qui est sur la monétisation des jours de RTT. Voilà. Alors, donc avec l'accord de leur employeur, donc les salariés peuvent depuis cet été convertir en salaire tout ou partie des journées ou demi-journées de RTT acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 et qui bénéficient par ailleurs d'un régime social et fiscal de faveur. Donc, sont visées les journées ou demi-journées de RTT acquises en application d'une convention ou d'un accord collectif qui institue un dispositif de RTT, soit d'un dispositif de RTT conventionnel mis en place dans l'accord cadre d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou plus égale à l'année, période pouvant aller jusqu'à 3 ans si un accord de branche l'autorise. Alors, attention, sont exclus du mécanisme, et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Les jours de RTT ne peuvent pas se confondre avec les jours de repos supplémentaires acquis dans le cadre de conventions de forfait jour, ni les jours de repos placés sur un CET puis monétisés, encore moins les jours de repos compensateurs de remplacement. Et en préparant ce webinaire, nos équipes paye et conseil social me disaient que c'était une question qui était assez récurrente sur tout ce qui est sur le congé de remplacement. Effectivement, ça ne vient pas dans ce dispositif. Et puis, toutes les journées ou demi-journées qui sont non soldées dans le solde de tout compte. Donc, tous ces éléments-là ne font pas partie de ce dispositif. Sachant que ces journées ou demi-journées sont rachetées, elles sont majorées d'un montant au moins égal au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Donc, c'est nous 25, 50%, ça c'est le régime de droit commun, et qui ne peut pas être inférieur à 10% lorsqu'il est fixé par un accord d'entreprise ou d'établissement. Il est très important aussi de noter que ces heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires. Donc, vous avez tout un régime social et fiscal de la rémunération due au titre de ce renoncement qui est aligné sur les sommes dont il en bénéficie. Et donc, le traitement social, c'est quoi? On va avoir une réduction des cotisations salariales, et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Vous avez la déduction forfaitaire également des cotisations patronales, mais uniquement pour les entreprises de moins de 20 salariés, et également une exonération d'impôts. Donc ça, c'est extrêmement important et intéressant pour les salariés, pouvant aller jusqu'à 7 500 € net pour les heures effectuées donc depuis le 1er janvier 2022, sachant qu'antérieurement, le dispositif prévoyait 5 000 €. Donc, c'est assez significatif. J'en ai terminé sur la question du rachat des jours de RTT. On va passer maintenant à la question de l'épargne salariale. Oups, à chaque fois. Désolée, à chaque fois, petite erreur de manipulation. Alors, donc la loi pouvoir d'achat prévoit des mesures pour favoriser également le déploiement de l'intéressement. Et alors, j'en ai parlé en amont, mais aussi de tout ce qui a trait au déblocage exceptionnel de l'épargne salariale, et là, qui était enfermé dans un délai assez court, puisque c'était valable que jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, sur le déploiement de l'intéressement. Donc, 3 ans après la loi Pacte, donc on a de nouvelles mesures qui tendent à faciliter la mise en œuvre en fait de l'intéressement au sein des entreprises. L'objectif, c'est à la fois de simplifier la mise en œuvre de l'intéressement et d'accélérer le contrôle administratif de ces dispositifs d'épargne salariale.
Alors, premier point, tout d'abord, l'intéressement peut désormais être mis en place pour une durée maximale de 5 ans, contre 3 ans auparavant. Cette mesure, elle concerne également tous les dispositifs mis en place par décision unilatérale de l'employeur, ainsi que l'intéressement projet. Deuxième mesure, le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois, alors qu'avant, il ne pouvait intervenir qu'une seule fois. Donc, il convient quand même de préciser que ces dispositifs de tacite reconduction s'appliquent lorsque l'accord d'origine en prévoit la possibilité et sa durée est égale à l'accord initial, sinon ce n'est pas possible. Troisième mesure, la mise en place unilatérale de l'intéressement est élargie donc aux entreprises de moins de 50 salariés, sous réserve que l'entreprise ne soit pas couverte par un accord d'intéressement de branche agréée. Donc, si l'entreprise est dépourvue de délégué syndical ou de CSE, l'employeur doit informer son personnel du régime mis en place par tout moyen. Et si l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou un CSE, là, dans ce cas-là, l'employeur doit d'abord tenter de négocier un accord avec le délégué syndical ou le CSE, et ce n'est qu'après l'échec des négociations que la mise en place du dispositif par DU sera permise. Et le CSE doit être consulté sur le projet du régime d'intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l'administration. En outre, le régime peut être renouvelé par DU. Jusqu'à présent, la reconduction devait passer par l'une des modalités de droit commun de mise en place par l'intéressement. Alors, autre mesure phare, ce sont des accords types dématérialisés et sécurisés dès le dépôt, donc qui sont proposés. Donc, il y a une plateforme qui va être proposée. Donc, une procédure dématérialisée de rédaction des accords d'intéressement permettra de générer donc des accords d'intéressement et des DU types dont le contenu seront donc conformes aux dispositions légales en vigueur. Et lorsque cet accord sera issu de cette voie dématérialisée, eh bien, les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement seront réputées acquises pour la durée de l'accord ou de la décision à compter de son dépôt. Sachant que pour ce cas-là, le contrôle préalable de légalité des accords d'intéressement exercés par les directions départementales des DETS sera supprimé à compter du 1er janvier 2023. Alors, sur la voie dématérialisée, bien évidemment, c'est une aide précieuse pour les entreprises pour pouvoir mettre en place de manière facilitée les accords d'intéressement. À notre sens, ça ne dispense pas quand même d'avoir une certaine revue parce que sur tout ce qui est critères d'application, les modalités d'application, les objectifs aussi, parce que un accord d'intéressement, ça correspond en général à une réalité de l'entreprise ou à un projet d'entreprise. Et il est certain que même si vous avez un canevas, prenons l'exemple d'un contrat de travail. On a tous des modèles de contrat de travail en ligne et à libre disposition. Mais par rapport à une situation adaptée sur mesure par rapport à tel ou tel salarié, vous voyez bien qu'il y a quand même un écart entre un préformatage où on a toutes les clauses essentielles et ça fait gagner du temps. Mais vous serez quand même obligé d'adapter et de personnaliser l'accord d'intéressement par rapport à l'entreprise qui est concernée. Donc ça, là-dessus, il faudra être quand même extrêmement vigilant. Alors, sur les contrôles, vous avez donc eu des nouveautés qui ont été donc intégrées. Donc, sur le contrôle de forme opéré par la DETS, donc la loi pouvoir d'achat donc supprime le contrôle de forme par les directions départementales pour les accords, les règlements déposés à compter du 1er janvier 2023. Et sur le contrôle de fond, Adrien l'a évoqué tout à l'heure, donc on est quand même dans un mouvement d'accélération d'un contrôle de fond opéré par les URSSAF. Et donc aujourd'hui, elles sont limitées à 3 mois ou plus pour contrôler le contenu de l'accord ou du règlement. Sachant que pour les accords, certains accords d'intéressement ou des négociations de branche, la durée pourra être portée à 5 mois.
sachant que le décret il prend acte de cette mesure et a modifié la partie réglementaire du Code du travail. Et donc, la direction départementale, dès qu'il y a le dépôt, délivrera un récépissé de dépôt de l'accord immédiatement après le dépôt. Et c'est une fois qu'on obtient ce récépissé que le contrôle de fond sera opéré par l'URSSAF. Je voulais simplement terminer sur ce chapitre parce qu'on a quand même une actualité. Ah, Caroline. On a perdu Caroline, elle a figé. C'est bon. Ah bon, voilà, Revient. excusez-moi, j'ai des mauvaises ondes. J'évoquais simplement pour en terminer sur la question sur le décret du 26 décembre 2022 qui est venu préciser un certain nombre de modalités et notamment sur la décision unilatérale. Donc maintenant, lorsque la DU résulte d'un échec des négociations, donc l'employeur est tenu de déposer le procès-verbal de consultation du CSE en complément du procès-verbal de désaccord. Et lorsque l'entreprise est dépourvue de DS ou de CSE, la DU de l'employeur doit être accompagnée obligatoirement d'une attestation de l'employeur selon laquelle il indique qu'il n'a été saisi d'aucune désignation de DS. Et pour les entreprises assujetties à la législation sur le CSE, donc à partir de 11 salariés, d'un procès verbal de carence de moins de 4 ans. Voilà, j'en ai terminé sur ces volets-là et je laisse la main à Adrien. Oui, je vais reprendre la main sur les autres nouveautés pour terminer. Merci. Je ne sais pas si c'est en douceur, mais en tout cas pour terminer ce webinaire, autour notamment de l'activité partielle. On a 2 mesures qui concernent l'activité partielle qu'on va devoir aborder. Et puis ensuite, je laisserai la main à Amélie pour tout ce qui est nouvelles aides à l'apprentissage et autres mesures qui peuvent intéresser les salariés. Alors, en ce qui concerne l'activité partielle, subtilité à apporter cette année, on n'en a jamais fini avec l'activité partielle. Il a été annoncé par le gouvernement il y a quelques semaines qu'il y aurait la possibilité, face à la crise énergétique, d'avoir des arrêts volontaires d'approvisionnement en électricité de certains consommateurs. Et donc, parmi les consommateurs, il y a évidemment les entreprises. Donc, si une entreprise est touchée par cette coupure volontaire d'énergie, d'alimentation en énergie, il a été envisagé comme mesure salvatrice, entre guillemets, pour l'emploi des personnes impactées, qu'en dernier recours, c'est-à-dire sans possibilité pour l'entreprise d'aménager son temps de travail ou de recourir au télétravail, en dernier recours, il serait possible pour les employeurs de recourir à l'activité partielle avec une subtilité, c'est une activité partielle immédiate, sans demande préalable à l'administration, mais la demande devra être déposée et justifiée dans un délai de 30 jours à compter du placement en activité partielle. Alors, l'activité partielle pourra se faire sur toute la durée de la coupure d'alimentation électrique ou énergétique, mais également pendant toute la durée de remise en service des installations qu'il nécessite. En termes d'indemnisation, on est passé sur le régime de l'indemnisation classique d'activité partielle, donc 60% de la rémunération horaire brute de référence pour le salarié, avec un remboursement pour l'employeur à hauteur de 36% de la rémunération horaire brute de référence. Alors, cette question de l'indemnisation nous fait une parfaite transition avec la mesure annoncée par le BOSS en ce qui concerne la fin du régime de faveur octroyé à ce qu'on appelle les indemnités complémentaires d'activité partielle. Donc, ce sont les indemnités qui sont octroyées par l'employeur au-delà de ses obligations légales, donc au-delà de 60% dans notre cas. Alors, jusqu'au 31 décembre 2023, on avait un régime de faveur, puisque les indemnités légales, on l'a vu, ces indemnités légales sont exonérées de toutes les cotisations et elles sont soumises à CSG et imposables. Et les indemnités complémentaires, donc au-delà de l'indemnisation légale, bénéficiaient du même régime, avec une subtilité, lorsque le total indemnité légale plus indemnité complémentaire dépassait 3,15 de SMIC horaire, donc 35,50 € depuis le 1er janvier 2023, cette
indemnités complémentaires étaient soumises et imposables comme du salaire. Dorénavant, donc depuis le 1er janvier 2023, ces indemnités sont soumises à cotisation ACSG-CRDS sur revenu d'activité et imposables comme du salaire quand l'employeur indemnise le salarié au-delà de l'obligation légale qui lui est faite d'indemniser à hauteur de 60%. Et dernier point juste sur l'activité partielle, ce point a pu peut-être nous échapper, mais je l'ai vu rapidement ce matin. Il a été prévu un retour à la normale, on va dire, en matière d'activité partielle, d'indemnisation de l'activité partielle, lorsque les salariés suivent des actions de formation pendant leur activité partielle. Je ne sais pas si c'est une mesure dont vous vous souvenez, mais il a été décidé pendant le Covid de supprimer la majoration à 100% de l'indemnisation d'activité partielle pour les salariés qui suivent des actions de formation pendant l'activité partielle. Au 1er janvier 2023, le texte qui prévoyait cette mesure est arrivé à son terme et il est désormais obligatoire d'indemniser à 100% les salariés qui suivent des formations pendant leur placement en activité partielle. Voilà pour la petite parenthèse sur ce point, avant que je laisse la main à Amélie pour en terminer avec cette actualité particulièrement dense. Allez, les 4 derniers points en moins de 5 minutes, on va faire rapide. Donc, un focus sur l'aide à l'apprentissage. Je détaille pas dans toutes les spécificités, simplement pour vous alerter qu'à compter du 1er janvier 2023, mise en place d'une nouvelle aide à l'embauche pour les apprentis et les jeunes de moins de 30 ans en contrat pro. Cette aide vise tous les contrats d'apprentissage, professionnalisation qui seraient conclus avec un alternant, mineur comme majeur et quel que soit le niveau de formation préparé. L'aide est de 6 000 € au titre de la première année d'exécution du contrat et cette aide se substitue à l'aide unique à l'apprentissage applicable aux entreprises de moins de 250 salariés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point vise les emplois francs. C'est une aide à l'embauche pour les personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la fameuse QPV, dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD d'au moins 6 mois. Donc, c'est une aide, c'est un dispositif qui avait été conçu à titre expérimental, qui a fait déjà l'objet de 3 reports et qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, les contrats… 2023, prolongé 2023, pardon, 31 décembre 2023. Les montants… non, pardon, quels contrats sont visés? Commençons par le commencement. C'est les contrats conclus avec des personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la ville, qui sont déterminés par décret et qui visent principalement les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi selon différentes catégories ciblées, les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ou les jeunes suivis par une mission locale et qui ne sont pas inscrits en tant que demandeurs d'emploi à Pôle emploi. L'aide, elle est fixée pour un salarié à temps plein à 5 000 € pendant 3 ans pour une embauche en CDI et 2 500 € par an pendant 2 ans pour une embauche en CDD d'au moins 6 mois. Voilà. Pour les temps partiels, c'est au prorata temporis. La troisième mesure sur laquelle nous souhaitions intervenir, c'est l'indemnité carburant de 100 € pour les travailleurs. Donc, c'est un versement qui sera fait par l'État dès janvier 2023, donc à compter du 16 janvier. Une mesure qui sera à destination des ménages les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule pour se rendre au travail. Donc, comment obtenir cette indemnité? En allant sur le site impôts.gouv.fr et en étant muni de son numéro fiscal. On remplit son numéro d'immatriculation et on rédige une attestation sur l'honneur. C'est l'État, là pour une fois, c'est le gouvernement qui va envoyer cette aide de 100 € et si le ménage est éligible, alors il recevra cette aide de 100 € directement sur son compte en banque. La dernière mesure
Et nous en aurons terminé avec les actualités sociales. C'est un petit coup de projecteur sur la loi Rixain du 24 décembre 2021 qui a supprimé la possibilité pour les salariés de désigner un tiers pour la réception des salaires. Donc, principalement une mesure à destination des femmes. Les obligations pour les entreprises, c'est de vérifier à l'embauche le RIB que votre salarié vous donne pour la constitution du dossier salarié, que ce RIB, soit bien au nom du titulaire du compte, à minima que la personne embauchée soit co-titulaire. Mais en aucun cas, un tiers ne peut percevoir le salaire à la place de votre salarié. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, place aux questions. Elles sont très nombreuses dans le chat. Elles sont effectivement très nombreuses. Merci pour l'ensemble de ces questions que vous nous avez adressées. Nous en avons choisi quelques-unes. On va tâcher d'y répondre dans les 10 minutes qui nous restent. La première sur la présomption de démission en cas d'abandon de poste. Est-ce que cette règle est déjà applicable ou sommes-nous en attente du décret d'application ? On est toujours, et j'invite mes co-animatrices, on va dire, à répondre avec moi si c'est nécessaire, mais à mon sens, on est toujours en attente du décret d'application, et notamment ce fameux décret qui va fixer le délai de mise en demeure par l'employeur. On a longtemps parlé d'un délai de 48 heures, mais pour le moment, rien d'officiel. Donc, prudence avec la mise en application de ce dispositif pour le moment. D'accord. Plusieurs questions autour de la PPV. Hein, c'est un classique, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Cette prime peut-elle être octroyée totalement au temps plein et au prorata pour les temps partiels ? Absolument. La réponse est oui. Merci beaucoup, Caroline. Le boss vient d'apporter des précisions sur le critère d'ancienneté et le respect d'une certaine proportionnalité dans la modulation du montant de la PPV toujours. Sauriez-vous nous dire si ces précisions sont applicables rétroactivement au PPV depuis juillet 2022 ? Et oui, mais après, je pense faut pas être trop faut pas être trop inquiet, sauf si vous êtes dans un cas vraiment extrême avec une modulation qui crée un écart tel. Là, dans l'exemple qui était donné, pour certains, ils étaient à 2 500 € et les autres à 50 €. Bon, je pense qu'il ne faut pas être trop inquiet. Il y aura quand même une tolérance et un contrôle au cas par cas. Après, si vous pensez que c'est vraiment disproportionné et que ça ressemble au cas très caricatural qui est fourni, vous pouvez toujours régulariser votre DUE ou faire un avenant à votre accord et essayer de le modifier. Mais après, je trouve ça quand même assez lourd et à mon sens, je pense qu'il peut y avoir quand même une certaine tolérance de l'administration dans la mesure où nos amis ont un peu précisé les modalités 6 mois après son entrée en vigueur. Donc, voilà. Très bien. 2 questions autour de la DUE. D'une part, doit-elle être formalisée par écrit ? La réponse est oui. Ben oui, c'est un acte droit du travail. Donc, c'est formalisé, c'est écrit. Et d'ailleurs, on vous recommande pour sécuriser de l'écrire. Et puis, c'est une condition pour le traitement de faveur. Si vous n'avez rien d'écrit, vous ne bénéficiez pas du régime de faveur. Exactement. Doit-elle être signée par l'ensemble des salariés ? Le DUE, non, pas forcément. Ça reste une DUE, ce n'est pas un référendum. Hein. C'est pas un référendum. Jolie image, très bien. J'ai vu une question rapide, parce que je peux y répondre. J'ai vu une personne qui était inquiète parce qu'elle n'avait justement pas formalisé au temps de la PEPA en 2021. Rassurez-vous, ce n'était pas du tout les mêmes conditions. À l'époque, pour la PEPA, la condition était liée par rapport à l'existence d'un accord d'intéressement. Mais on n'était pas obligé de le formaliser. Alors que là, la différence de la PPV, on vient pérenniser un dispositif et d'obliger effectivement comme une condition pour le principe de faveur dans la formalisation d'un acte du droit du travail. Alors que la PEPA, rappelez-vous, on le versait sur la paye sans qu'il y ait un acte qui vienne le formaliser. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. Tout à fait. Question non anodine, toujours autour de la PPV, peut-elle être incluse dans le cadre d'une NAO ? Oui, bien sûr, j'en ai vu.
J'en ai vu qui ont été intégrés. Une NAO, c'est quoi? C'est un grand rendez-vous de négociation collective. Et effectivement, on a, dans le Code du travail, prévoit un certain nombre de chapitres, et notamment sur la rémunération. La PPV fait partie quand même de ce gros bloc, et on a vu quand même plusieurs entreprises effectivement apporter tout un canevas de dispositions en faveur du pouvoir d'achat des salariés dans le cadre des NAO. Changement de sujet, autour des rachats de RTT, pour les plus de 250 salariés, peut-on bénéficier de l'exo forfaitaire patronal en plus de l'exo HS? Adrien. Non, vas-y, je t'en prie. Oui, effectivement, c'est la grande nouveauté de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il a été précisé, ça restait en suspens, ça restait un peu une question de fond, mais il a été précisé par cette loi de financement de la sécurité sociale que côté patronal, le rachat de jours de repos, à condition de porter sur des jours éligibles, évidemment, le rachat de jours de RTT peut bénéficier de cette déduction forfaitaire de cotisation patronale pour les entreprises de moins de 250. Très bien. Question intéressante également autour du rachat des RTT. Nous avons des salariés qui font toujours 39 heures par semaine, donc qui bénéficient de 21 jours de repos derrière en compensation. Est-ce que ces salariés sont éligibles au rachat des 21 jours? Oui, absolument. Donc, pas uniquement les forfaits jours. Alors, les forfaits jours, en plus, j'ai vu une question parallèle. Les forfaits jours ne sont pas concernés, mais on a toujours ce dispositif, rappelez-vous, qui existe sur le rachat des jours de repos dans le cadre des forfaits jours. Qu'on peut mettre soit sur des CET, soit sur une monétisation des jours de repos forfaits jours, sauf qu'ils ne bénéficient pas du traitement de faveur. Tout à fait. Une question sur l'emploi des jeunes en apprentissage. Qu'en est-il pour les entreprises de plus de 250 salariés sur l'aide à l'emploi? Alors, sur l'aide, Amélie, tu voulais répondre peut-être? Non, vas-y, si tu as saisi la question, je ne l'ai pas. En ce qui concerne l'aide, oui, j'ai vu effectivement une certaine confusion aussi. Alors, c'est confus aussi dans les textes, donc je vais en profiter pour refaire un topo. On distingue donc l'aide unique à l'apprentissage qui s'applique pour les entreprises de moins de 250 salariés ou pour celles de plus de 250 qui respectent un quota d'alternants et qui s'applique sur les 3 années jusqu'à 3 ans pendant toute la durée de l'apprentissage. Cette aide-là, elle a été remplacée, substituée pendant la crise sanitaire par l'aide exceptionnelle à l'apprentissage. C'est bien de cette aide exceptionnelle qu'on parlait, donc cette aide qui pouvait avant aller jusqu'à 5 000 ou 8 000 euros et dorénavant 6 000 euros. Cette aide de 6 000 euros, elle efface, entre guillemets, le bénéfice de l'aide unique à l'apprentissage. Donc, sans condition d'effectif, sans condition de respect du quota d'alternants, cette aide exceptionnelle, elle est versée à tous les employeurs et elle remplace, pour les employeurs concernés, l'aide unique à l'apprentissage. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais il fallait éliminer cette confusion que j'ai vue pas mal de fois dans les questions. Il y a une question, notamment d'émission et faute grave, qui revient plusieurs fois et sollicitait la réponse. J'essaye de la retrouver. Sur la partie licenciement, c'est ça? Oui. Ouais, j'essaie de la trouver aussi, mais je ne retrouve pas la question. Ouais, alors, pour votre info, je ne sais pas si vous voyez vous-même les participants, mais on a 715 occurrences. Donc, c'est bien, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, on le sait, c'est des sujets techniques et il y a toujours beaucoup d'exceptions. Donc, ne nous en voulez pas si on ne retrouve pas la question. Le temps que vous cherchiez, si je peux, oui, je vais répondre à deux, trois questions que j'ai vues passer aussi, bien sûr, qui concernaient la taxe OFII. C'était savoir si ça concernait les apprentis. Alors non, les contrats d'apprentissage et les étudiants ne sont pas concernés par la taxe.
pour l'emploi de salariés étrangers. Et par contre, pour le paiement, donc il y avait une demande aussi si ces taxes devaient être présentes sur les bulletins de salaire et remontées en DSN. Absolument pas. C'est l'OFI et désormais, alors le temps que ça se mette en place, mais là, ça va être la DGFiP qui adresse à l'employeur l'injonction de paiement. Et à compter de la réception de ce courrier, à l'employeur de payer cette taxe directement à l'organisme concerné, donc la DGFiP pour 2023. Là, c'était pour répondre à ces questions. J'ai plus d'autres choses en tête. Oui, là sur les démissions, abandon de poste, certains participants indiquaient que c'était plus courant que ce que je semblais dire. Moi, ce que j'avais entendu, mais aux infos après, loin en pratique et auprès de mes clients ou nos experts autour de moi, ça reste quand même très résiduel. Mais ce que j'avais entendu dire, c'est qu'effectivement, beaucoup d'employeurs qui ne veulent pas faire des ruptures conventionnelles, ne laissaient plutôt d'autres choix aux salariés que d'abandonner leur poste. Et c'était un des éléments soulevés notamment par la NUPES ou autres par rapport à ce dispositif pour dire mais s'ils abandonnent leur poste, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais quand même en pratique, les abandons de poste, c'est pas si... Enfin, sur tous les problèmes qu'on peut trouver dans le cadre d'une rupture, c'est quand même, ça reste assez résiduel. Il y avait une autre question sur les abandons de poste, justement, et qui est revenue plusieurs fois. C'est sur le fait de savoir si on doit quand même engager la procédure de licenciement pour faute. La réponse est non, hein, avec cette présomption de démission, justement. Une fois passé le délai qui, comme je disais tout à l'heure, qui devra être fixé par un décret, une fois passé ce délai, le salarié est considéré comme sorti immédiatement des effectifs, donc démission sans préavis. Et c'est toute la subtilité qui ne ressort pas forcément des textes, mais l'employeur pourrait être amené, à notre sens, à demander une indemnité compensatrice de préavis non respecté. Après, il faut voir ce que ça va donner en matière de contentieux, ça va être l'horreur. Et c'est pour ça, moi aussi, j'attends des précisions parce que par rapport à des cas qui m'ont été soumis, pour l'instant, on reste sur du licenciement pour faute grave. Il n'y a que des coups à prendre. Pour l'instant, tant que ce n'est pas très clair, moi, j'attends les précisions. Voilà. Et une dernière sur les abandons de poste. Cela concerne que les nouveaux et pas ceux déjà en cours. Point d'interrogation sur la gestion de ces abandons de poste. Est-ce que c'est ceux qui vont être constatés à compter de la parution au décret ou est-ce que ça peut être mis en place cette nouvelle procédure pour les abandons de poste déjà constatés? Mais là, elle est entrée en vigueur, hein, donc c'est applicable. C'est applicable dès maintenant. Mais oui, sauf que pour moi, il manque le décret. Donc, je pense que ça ne serait pas trop prudent d'y aller. J'avais vu aussi une question. C'est pour ça, là, sur cette période, pour moi, je suis encore sur du licenciement pour faute grave. Ça sécurise au moins. Et oui, sur la PPV pour des salariés en arrêt de travail, en accident du travail, ce n'est pas du temps de travail effectif. Donc, en priori, la période n'est pas couverte. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas éligibles, simplement dans la prise en compte d'un des critères, et si on prend en période de référence, donc la période d'assiduité, la période de présence effective, les périodes relatives à un arrêt maladie, sauf les cas qui sont visés par la partie 5, sont exclus. Très bien. Alors, je vous propose de conclure effectivement ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Je réitère le fait que nous vous adresserons tant le support d'une part, mais également le replay de cette heure 30 passée en votre compagnie. Merci pour la densité des questions. Il nous est difficile, bien entendu, d'y répondre à tous. On a essayé d'en choisir un panel représentatif. On compte sur vous pour votre présence sur les webinaires à venir. Nous sommes sur des fréquences
tous les 2 ou 3 mois. Bien entendu, nous en tiendrons informés via le même canal de communication que pour celui-ci. Amélie, Caroline, Adrien, merci beaucoup pour votre expertise, votre participation. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Oui, un grand merci à vous tous. Et merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci.